Mon sexe est anormal, il est moche avec ses bouts de peau qui pendouillent, m'explique Julia, une jeune femme de 25 ans. Je la rencontre dans le cadre d'une recherche sur la nymphoplastie de réduction. Cette intervention chirurgicale, à visée esthétique, consiste à raccourcir les petites lèvres de la vulve, que l'on désigne également par le terme de nymphe, d'où l'appellation de nymphoplastie de réduction. Il s'agit concrètement de femmes qui ont les petites lèvres qui dépassent de la fente vulvaire et qui souhaitent qu'on les raccourcisse. J'étais en train de lire le petit fascicule qu'il y a là et il y a un schéma où on voit les petites lèvres et j'ai pu constater avec une satisfaction certaine que étaient précisées voilà, les petites lèvres plus ou moins petites selon les femmes. Cette opération, encore confidentielle ces dernières années, tend à se faire connaître en France par le biais des médias d'une part. Les nouvelles offres de chirurgie esthétique du sexe sont désormais présentées dans les journaux dits féminins, ainsi que dans les émissions de télé comme Nouveaux phénomènes de société. Et d'autre part, le bouche à oreille via Internet permet de répandre la découverte de cette intervention. La mise en place d'une recherche médicale, en collaboration avec des chirurgiens et dermatologues, pour laquelle nous avons instauré un protocole de recherche pluridisciplinaire, m'a permis d'avoir accès à cette clinique spécifique lors de rencontres avec chaque patiente dans le cadre d'entretiens cliniques. Je proposerai aujourd'hui quelques pistes de réflexion pour entendre la façon dont le sexe féminin semble le lieu privilégié de la rectification esthétique chirurgicale, en montrant comment ces interventions, et plus précisément la nymphoplastie, répondent à des représentations singulières et collectives qui dessinent un sexe féminin normé, standardisé. Dans un deuxième temps, je tenterai de montrer que le souhait de conformer son sexe à cette norme peut s'entendre comme une tentative psychique de s'assurer de son genre, féminin en l'occurrence. Cette hypothèse, développée dans ma thèse sur la nymphoplastie, consiste en effet à proposer de comprendre certains recours aux interventions chirurgicales esthétiques sur le sexe comme un moyen de s'inscrire et de se reconnaître en tant que vraie femme. Cette solution psychique pourrait être résumée de la façon suivante. Pour être une vraie femme et répondre ainsi aux injonctions psychiques internes et sociales, il faut avoir un vrai sexe féminin, tel que les fantasmes individuels et collectifs le représentent. Nous serions alors face à une réelle théorie du genre qui définirait fantasmatiquement le genre non plus à partir de la seule anatomie, mais à partir d'une anatomie du sexe normée, standardisée, évacuant la diversité des sexes, organes, genres et pratiques. Je commencerai par rappeler le constat suivant. Contrairement à certaines idées reçues, le nombre de chirurgies esthétiques du sexe féminin est très supérieur au nombre de chirurgies du sexe masculin, esthétique j'entends. Nombre de propositions chirurgicales d'une part, la nymphoplastie est l'une des chirurgies proposées parmi le rajeunissement du vagin, qui est un peu en lien avec ce qu'on vient d'entendre, le repulpage des grandes lèvres, le lifting du mont de Vénus, j'en passe, mais également nombre d'interventions. En 2013, dans le monde, 15 414 actes d'élargissement du pénis, seule chirurgie plastique du sexe masculin recensée, ont été réalisés dans le monde, contre 114 135 actes de chirurgie vulvaire, comprenant en grande majorité la nymphoplastie, soit 7 fois plus d'actes sur le sexe féminin que sur le sexe masculin. En écoutant les femmes demandant une nymphoplastie de réduction, une représentation type, une image du sexe féminin apparaît et qu'elles identifient comme la référence, donc le modèle auquel elles se comparent. Cette image est identique pour toutes les patientes. La gynécologue et chirurgienne Sophie Berville-Lévy en parle comme du gold standard de la vulve. Pilosité pubienne minime, voire inexistante, et de grandes lèvres recouvrant les petites lèvres qui doivent être invisibles, standard diffusé par la publicité, les journaux dits féminins, la pornographie, le cinéma, etc. Si la première justification des patientes concerne la gêne physique, j'ai pu constater que les raisons effectives sont en lien avec l'esthétisme et la normalité de leur sexe. Dans tous les entretiens initiaux, sans exception, la plainte concernant l'inesthétisme du sexe est venue au premier plan. L'aspect inesthétique de leur sexe est mentionné à un moment ou à un autre. Et en plus, c'est vrai que c'est moche, me dit par exemple Mireille. Moche, horrible, disgracieux, tombant, déséquilibré, dégoûtant sont des signifiants qui ont été prononcés régulièrement par les patientes.
C'est ensuite à partir de la question esthétique qu'elles en arrivent à évoquer la normalité. Finalement, ce qui justifie le plus souvent le jugement de valeur esthétique est sous-tendu par l'idée de la non-conformité. Les petites lèvres, qu'elles jugent trop longues, rendent leur sexe anormal. Le champ sémantique de la norme se déploie. Il n'est pas rare que reviennent dans les premiers entretiens, parfois sous forme dénégative, les termes comme difformité, handicap ou encore monstrueux. Cette certitude concernant l'anormalité de leur sexe semble se référer à une norme sociale floue qu'elles ont du mal à identifier et à définir. En effet, lorsque je les interroge sur la norme à laquelle elles se comparent, elles ne peuvent donner aucune référence. Seulement des jeunes filles ont parlé des actrices de films porno. Une fois encore, une réaction qu'elles partagent en majorité. Elles savent que leur sexe est anormal, mais elles ne savent pas d'où leur vient cette connaissance de ce que serait une vulve normale. À partir de l'esthétique et de la norme, elles utilisent, à défaut de pouvoir réellement expliquer la laideur, une figure de comparaison pour donner leur représentation d'un sexe beau et normal. Le modèle qu'elles présentent prend appui sur le sexe de petite fille, expression qui revient de façon systématique dans tous les premiers entretiens. Elles veulent un sexe mignon, joli, comme un abricot. C'est le fameux gold standard que je mentionnais tout à l'heure. L'image qui se dessine au fur et à mesure des discours de patientes et des discours médicaux et commerciaux portés sur la nymphoplastie laisse apercevoir un sexe féminin qui serait en réalité une simple fente vulvaire, sans poils et sans peau superflue, petites lèvres, capuchon clitoridien, etc. C'est ainsi que j'ai proposé d'entendre cette représentation imaginaire de la vulve comme une pure fente. Ce type de sexe, l'expression n'est pas plus heureuse que ce genre de sexe, est devenu désormais le modèle en cours dans la majorité des courants pornographiques contemporains, mais il est important de repérer également que cette figure correspond à la façon dont a été représenté le sexe féminin dans l'art, et ce, depuis les premières figurations du sexe. Quelques éléments de l'histoire de la figuration du sexe féminin mettent en évidence certains points. L'organe génital féminin est le plus souvent caché ou figuré de façon extrêmement simplifiée. La fente vulvaire apparaît comme le symbole privilégié pour représenter l'ensemble de l'organe génital de la femme. La censure du sexe féminin dans l'art se manifeste par des voiles, des plantes, des cheveux ou tout autre élément pouvant servir de cache-sexe. Lorsque le sexe paraît, il correspond aux représentations qu'amènent les patientes et qui se condensent dans le gold standard de la vulve. Il ne s'agit que de la fente vulvaire. Si cette simplification peut s'entendre comme une figuration symbolique, dans le cas des premières représentations préhistoriques, par exemple, comme le montrent les gravures de vulves sur les parois du site La Ferracie, 30 000 ans avant Jésus-Christ, elle se poursuit tout au long de l'histoire de l'art, y compris lorsque les organes génitaux masculins gagnent en réalisme. Un exemple, évidemment œuvre incontournable pour notre sujet, Gustave Courbet, L'origine du monde. Cette œuvre, qui continue de provoquer 150 ans après, s'inscrit dans ce même mouvement figuratif réducteur. Éblouis probablement par cette toison pubienne des plus réalistes, les critiques décrivent souvent ce tableau comme présentant un vrai sexe. Or, la vulve, alors que le modèle est présenté avec les jambes à demi écartées, offrant donc un angle privilégié pour voir l'organe sexuel féminin, et notamment les petites lèvres, reste réduit à une fente. Ces images de sexe cachées réduits participent au patrimoine collectif imaginaire et servent les représentations des patientes, même si celles-ci ne l'identifient que rarement. L'absence de petites lèvres visibles devient alors la définition d'un sexe féminin normal. Les représentations associées aux grandes nymphes parcourent le monde et les différentes époques avec certaines constances. L'idée que ces surplus de peau pourraient semer le doute quant à l'identité sexuée de la femme, les lèvres dépassantes étant assimilées à un élément masculin, et ou seraient liées à un sexuel féminin pulsionnel, démesuré, déviant. On retrouve ici ces idées, ces fantasmes de l'insupportable de la sexualité féminine, avide, animale, ou de l'indifférenciation sexuelle, et on retrouve ces idées avec les raisons qui justifient toutes les interventions sur le sexe des femmes. Excision, chirurgie esthétique ou plus superficielle, l'épilation pubienne. Il ne s'agit évidemment pas de soutenir que ces pratiques sont équivalentes,
mais plutôt de constater que l'on retrouve les mêmes fantasmes à l'œuvre et qu'il s'agit alors de domestiquer, normer, standardiser le sexe féminin, couper le sexe pour couper le désir, normer l'organe pour normer la libido et les pratiques, bref, intervenir sur le sexe pour agir, régir la sexualité, c'est l'un des enjeux fantasmatiques que je propose de repérer dans cette intervention chirurgicale. L'inconscient n'est pas toujours raffiné. Mon expérience clinique m'a amené à ce constat. Toutes les demandes de nymphoplastie étaient organisées autour de conflits plus ou moins conscients, plutôt moins, concernant le féminin, le sexuel et le maternel. J'ai posé l'hypothèse dans mon travail, que je ne pourrais pas développer ici, que la nymphoplastie pouvait être un recours trouvé par le sujet, une solution pour traiter un conflit psychique. L'une des problématiques récurrentes qui revient chez les patientes concerne l'incertitude sur leur identité féminine. J'entends par là qu'elles n'ont pas de doute sur le fait qu'elles sont des femmes, mais qu'elles interrogent ce qui fait une vraie femme. Elles parlent de toutes les autres qui réussissent et de leur difficulté à elles à combiner, agencer les différents éléments qui les composent et qu'elles décrivent comme féminins et masculins ou pas assez féminins. Julia m'explique que son sexe ne correspond pas à un vrai sexe féminin. Elle dit « Pour moi, le meilleur modèle, c'est le sexe comme au Japon. C'est parfait. Il n'y a aucun poil, la peau est lisse et rien ne dépasse. Comme dans les mangas. Les sexes sont des fentes justes. Mais c'est pas de la simplification, parce que les dessinateurs ajoutent des détails sur le visage. Mais je comprends qu'ils n'ajoutent pas de défauts sur le sexe. Ça, c'est un vrai sexe féminin. » Par ailleurs, Julia évoque ses difficultés à investir sa féminité telle qu'elle se la représente. Elle explique qu'elle a toujours été un garçon manqué, qu'elle commence à mettre des jupes et à se maquiller, mais que ce n'est pas simple. Elle parle de la nymphoplastie comme l'aboutissement de ce processus de féminisation. Ce fantasme de l'opération, comme ce qui viendrait inscrire sur le corps, sur le sexe, par le biais du scalpel, la marque indubitable du vrai féminin, est un fantasme que l'on retrouve de façon récurrente dans les demandes de nymphoplastie. Dans la perspective analytique, qu'est-ce qu'une vraie femme est la question qui organise la problématique hystérique. J'ai fait l'hypothèse que le recours à cette intervention chirurgicale pouvait se proposer comme une tentative de réponse à cette question, pouvant être résumée de la façon suivante : une vraie femme est une personne avec un vrai sexe féminin. C'est donc à partir de l'anatomie que certaines viennent trouver une réponse et assurer leur conformité au genre. Mais l'organe sexuel en tant que tel ne suffit pas, il doit être conforme à un sexe modèle idéalisé. Plus que de normer la vulve, il s'agirait alors de genrer le sexe. Un sexe qui ne laisse pas de doute sur le genre, car venant incarner les représentations associées au féminin, et c'est là le montage final complexe et étonnant, ce modèle de sexe représente, symbolise, incarne les qualités supposées du féminin. Un organe sexuel lisse, doux, discret, caché, dont rien ne dépasse, entrant en écho avec la plainte des patientes ne se trouvant pas assez féminines et tentant de se débrouiller avec ce conflit. Tout se passe comme si, en féminisant leur sexe, l'organe, la réponse sur le genre ne poserait plus problème. Pour conclure, on pourrait alors effectivement parler de théorie du genre, si chère à certains et certaines, théorie au pluriel, sur le modèle des théories sexuelles infantiles décrites par Freud. Il s'agirait d'interroger les théories du genre, subjectives et singulières, mettant en lumière les constructions fantasmatiques que chaque sujet se construit pour donner sa définition de ce qu'est une femme ou un homme et la façon dont il se débrouille avec ces théories. Théorie du genre qui, comme toute construction fantasmatique, serait à entendre à la croisée des problématiques individuelles et du patrimoine inconscient collectif de la langue et des images, bref, des représentations. Je vous remercie de votre attention.